Dernier plateau du grand rendez-vous pour le compte de cette semaine. Nous sommes le vendredi 8 novembre 2019. Pourquoi pas, joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour. Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue encore à cette émission. Le sommaire, c'est après ce tour d'horizon. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultramoderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Si vous venez de nous rejoindre, la chaîne c'est Bénin Business 24 et l'émission c'est le grand rendez-vous. Au sommaire ce soir, 4 rubriques, nature et bien-être. Ce soir, nous parlons de comment gérer les dégâts après inondation. Généralement, nous constatons une dégradation des sols, des flaques d'eau qui s'installent un peu partout, des débordements au niveau des cours d'eau et parfois même les villages ou quartiers engloutis par l'eau. Comment donc gérer tous ces dégâts après inondation? Restez avec nous pour en savoir plus. Horizon Culture nous parle des rythmes et danses, miroir des peuples. Il est facile de reconnaître une ethnie, une localité, une région ou même un pays à travers les danses. Par exemple, quand je prends le cas du Agbaja, tout le monde sait qu'on lit tout de suite le Agbaja au Mono, à Grand Popo, à Lokossa, à toutes ces villes-là qui sont dans le sud-ouest du Bénin. Eh bien, ce soir, l'invité nous dira si cette lecture que nous faisons de la danse est vérifiée ou pas. Beauté au pluriel s'intéresse à l'entretien des perruques. Au moins 9 femmes sur 10 aujourd'hui portent des perruques pour diverses raisons. Mais comment les entretenir? C'est le véritable problème. Et ce soir, Fulgensia Rontondi se propose de nous donner des astuces pour prendre soin de nos perruques. C'est dans quelques instants. Et pour finir, l'expert nous parlera de l'économie sociale solidaire, ESS, que comprendre et quels sont ses apports de façon spécifique à l'économie béninoise en général. C'est à suivre dans ce numéro du Grand Rendez-vous. Voici donc pour le sommaire de cette émission. On installe le tout premier plateau Nature et Bien-être. Inondation au Bénin, comment gérer les dégâts? Une grosse interrogation tant pour les autorités du pays que pour les populations. Eh bien, Cécile Rondé et son invité déjà sur ce plateau. Nous en dirons plus tout à l'heure après ce reportage de Evrad Anani sur les pluies abondantes. Avez-vous l'impression qu'il y a beaucoup plus ces derniers temps à Cotonou? 348 mm d'eau sont tombés de septembre à octobre. La pluviométrie de cette petite saison bat plusieurs records, dont le plus élevé date de 1987, 272 mm. Pour cette saison de pluie, la pluie a tardivement commencé, selon mes appréciations. Et lorsque ça a commencé, bon, il y a eu un essai. Et en termes de quantité de pluie recueillie, ce mois-ci, je prends le mois d'octobre, nous avons 348,2 mm. Et ces 348 mm ont été recueillis en 22 jours. Mais l'année dernière, nous avons pu recueillir pour le mois d'octobre 169,1 mm pour 12 jours de pluie. Et en faisant une comparaison avec l'année 2010, qui a été l'année déclarée catastrophique au niveau du Bénin, nous pouvons dire que nous avons eu 198,7 mm de pluie. Il se pourrait que la situation se calme à partir de la semaine du 5 au 11. La situation commence à totalement s'améliorer. Le caractère des précipitations dépend de la formation des nuages qui sont à l'origine de la pluie. Nous avons plusieurs sortes de pluies qui proviennent de différentes sortes de nuages. Les nuages que vous voyez, ils sont répartis sur trois couches.
il y a les nuages bas, les nuages moyens et les nuages supérieurs. Et il y a des nuages qui donnent la pluie. Ce n'est pas toutes sortes de nuages qui donnent la pluie. Il y a ceux qui donnent la pluie, il y a ceux qui ne donnent pas la pluie. Il y a même les nuages de beau temps. Quand tu l'as, tu sais que c'est le beau temps, il n'y a rien. Au niveau de l'équateur, dans nos zones, c'est les plus orageux. C'est-à-dire il y a des formations, des nuages, des gros nuages noirs que vous voyez. Souvent là, c'est des nuages d'orage. Souvent vous voyez l'éclair, tout ça là. Ce sont ces nuages qui donnent beaucoup plus la pluie chez nous, surtout les plus intenses. Mais en dehors de ces nuages, il y a des nuages bas, des nuages stratiformes qui sont épais, qui sont étalés, qui ne sont pas si forts, mais eux donnent de petites pluies, mais sur une longue période. À l'instar de nombreuses villes africaines, une bonne planification urbaine pourrait résoudre la problématique actuelle des inondations et ensuite s'adapter aux potentielles modifications des précipitations extrêmes à venir. Merci beaucoup à vous, Evrad Anani, pour ce reportage. Et moi, avant de laisser la parole à Cécile Roundé, je voudrais vous donner un tout petit conseil. Évitez de construire dans les bas-fonds, c'est déjà une solution pour faire face aux inondations ou aux dégâts des inondations plus tard. Cécile Roundé, bonjour. Bonsoir à vous, Marchel Betopo. Comment allez-vous? Je vais très bien, et de votre côté? Très bien, c'est le local qui gagne ce soir. Ça fait... Oui, si, tout à fait, c'est le vendredi soir. Okay. Donc chez nous, au Bénin. Une manière d'annoncer le week-end. La fin de la semaine et le début du week-end. Alors, en face de vous, Dr Hervé Koumassi. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous. Vous êtes spécialiste de la gestion des risques et catastrophes naturelles, n'est-ce pas? Oui. Ce soir, nous allons parler des dégâts. Pas de souci. Ok. Oui, l'abondance des pluies cette année a occasionné l'inondation un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Et ce soir, nous allons demander au professeur Hervé Koumassi. Il est aussi hydroclimatologue. Dites-nous, c'est quoi l'inondation et qu'est-ce qui crée cela? Quelles sont les causes de l'inondation? Merci Cécile. Je crois que l'inondation, dans un terme simple, c'est la submersion d'une zone habituellement sèche. Et cela est dû beaucoup plus à des eaux marines ou d'eau douce. Voilà de la manière simplement qu'on peut définir cela. Alors, les causes des inondations, les inondations sont causées par des crues. Quand on parle de crues, c'est le débordement d'un cours d'eau dans son lit majeur. Et cela fait suite à de fortes pluies, des pluies diluviennes. Et dans ce cas, tout ce que vous avez tout autour dans le lit majeur, c'est-à-dire très souvent l'agriculteur à la recherche de terres fertiles s'installe dans ces cours d'eau-là, et dans ces lits majeurs-là, sont inondés. Le second, c'est l'inondation indirecte. L'inondation indirecte ou débordement indirect, c'est le débordement des réserves qui est lié en réalité à la remontée des nappes. Ensuite, vous avez le ruissellement des eaux fluviales. Le ruissellement des eaux fluviales fait suite aux fortes pluies. Et il y a certaines zones, en réalité, quand vous voyez ces zones-là, la capacité de rétention et de ruissellement de ces zones-là ne sont pas suffisantes pour pouvoir évacuer l'eau. Et l'eau s'accumule. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a inondation quand il y a débordement des cours d'eau, mais à Gla, il y a des cours d'eau. C'est ce que je voulais demander. Mais qu'est-ce qui se passe à Cotonou et qu'avec une petite pluie, nos sols sont fatigués d'absorber l'eau à Cotonou. C'est pour ça qu'avec une petite pluie, on est inondé. Il y a un cours d'eau à Gla dont on ignore l'existence. Si vous suivez très bien les causes des inondations, je parlais d'inondation par accumulation des eaux fluviales. D'accord. C'est le cas d'Agla. Okay. Agla Fidro, c'est particulier. Il y a non seulement la nappe qui est affleure le sol, parce que même vous prenez votre route, 30 cm, vous avez déjà de l'eau. Donc il y a remontée de la nappe et il y a maintenant accumulation des eaux fluviales. Parce que nous sommes dans une zone où la pente est vraiment faible, l'eau ne s'écoule pas. Et les populations, normalement, la nomenclature de Cotonou, il y a des zones inondées et il y a des zones basses. Les populations sont installées non seulement dans les zones inondées et aussi dans les zones basses. Du coup, les zones d'accumulation de l'eau n'existent plus. Donc l'eau est obligée d'occuper toutes les parties. Donc c'est le cas dans Cotonou, parce que pratiquement Cotonou, pratiquement, c'est le cas. Mais les risques, le phénomène est là, nous vivons déjà l'inondation. Est-ce qu'au Bénin, nous disposons d'un dispositif? Est-ce qu'il existe un dispositif qui permet de prévenir les dégâts causés par l'inondation? Bon, à notre manière, nous avons des dispositifs. Je dis à notre manière, puisque
chaque fois, il y a plusieurs institutions qui se sont mises ensemble, qui coordonnent les actions, à savoir la plateforme nationale, la NPC, la Direction générale de l'eau, l'Agence de météorologie nationale, l'ABE, qui se sont mis ensemble, qui font des travaux énormes. Pour ce qu'ils peuvent faire, ils le font. Et ces structures tentent de nous donner au moins l'alerte, même si ce n'est pas encore ça. Les systèmes d'alerte précoce qui devaient exister, normalement, c'est très simple. On a un travail à faire en amont, avant d'avoir ce système-là. Normalement, dans chaque commune, ou bien dans chaque bassin versant, on doit avoir plusieurs pluviographes qui doivent enregistrer les hauteurs de pluie. Maintenant, ces hauteurs de pluie-là, enregistrées, sont directement envoyées sur des serveurs. Et on a des systèmes de modélisation qui nous donnent en même temps les hauteurs qu'on peut avoir et les risques liés à cela. Normalement, on n'a pas besoin de s'asseoir devant pour traiter. Le système est intégré, c'est la même chose au niveau des cours d'eau. Okay. L'inondation pluviale, oui. On gère ça de la même manière. L'inondation fluviale, la même chose. Oui, allez-y. Okay. Pour soulager les peuples, au Bénin, nous avons connu le système des 3 CI, et Cotonou en campagne contre les inondations. Après cela, en 2012, nous avons connu le projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain, PUGEMI, et qui a pris fin en 2018. Et cette année précisément, aujourd'hui, on parle de projet de gestion des eaux pluviales et de résilience urbaine. Je voudrais vous demander si vous avez connaissance de ce projet et qu'est-ce que vous en pensez? Ce projet peut nous aider au Bénin pour sortir, pour finir avec le problème d'inondation? Et je n'ai pas vraiment connaissance de ce projet-là. Mais à l'instar des projets passés, quand je prends PUGEMI a fait un bon travail. Mais est-ce que les rapports issus des différentes études ont été mis en œuvre? Quand on prend ces rapports-là, est-ce qu'on a mis en œuvre les recommandations de ces rapports-là? Point d'interrogation. Je me rappelle très bien, en 2013, PUGEMI avait lancé la cartographie des zones à risque d'inondation dans 21 communes du Bénin. Le travail a été fait, on était dans la phase d'élaboration des thèmes de référence. On a lancé les thèmes de référence, mais par la suite, je ne sais pas ce que ça a donné plus tard. Ça fait partie des actions qu'on devait mettre en œuvre pour gérer les inondations. On les appelle des plans de prévention contre les risques, que ce soit risque de sécheresse, que ce soit risque d'inondation. Et ces plans-là définissent en réalité les zones, différentes zones en fonction du niveau du risque d'inondation. Il peut y avoir les zones rouges où c'est pratiquement interdit de mener toute activité, les zones jaunes où on peut mener certaines activités et les zones vertes où on peut aussi mener des activités. Vous savez, moi, je suis beaucoup plus... je parle comme les médecins, vaut mieux prévenir que guérir. Oui. D'accord, on a eu à faire tout ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même essayer de limiter les dégâts pour une prochaine inondation? Parce que l'inondation, c'est un fait qui revient chaque année. Oui. Tout à fait. Et surtout, moi, je veux que le professeur se prononce sur la situation qu'on a connue dans le département du Koufo, d'Ogo à DV. Et les champs sont engloutis par l'eau, des écoles, des habitations, les gens sont obligés de se déplacer pour aller ou se réfugier. Est-ce qu'on va attendre vraiment, comme le dit Martial Betero, d'arriver là avant de chercher les solutions ou aller apporter des sacs de riz pour dire que nous sommes en train de soutenir les sinistrés? La gestion des inondations, moi j'ai l'habitude de le dire, au Bénin, nous nous préoccupons plus de la gestion d'urgence que de la prévention et de l'installation des populations. En réalité, on va beaucoup plus s'intéresser à la prévention. Lorsqu'on prévient, on peut savoir que, attention, ce phénomène-là, on limite déjà les dégâts. Ouais. Et pour prévenir, je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi simple que ça. Combien de communes aujourd'hui ont par exemple des stations de pluviométriques? Il n'y en a pas. Avant, même dans les écoles, on voyait il y avait au moins ce dispositif. Aujourd'hui, c'est des équipements qui ne coûtent plus rien. Vous installez, on n'a même pas besoin de quelqu'un pour aller collecter les données. Les données sont envoyées directement via les satellites sur des serveurs. Et c'est automatiquement traité. Et qui doit les installer? C'est l'État central. Les partenaires les partenaires nous aident à installer quelques stations. PUGEMI en a installé, la DGO a installé. Mais
Ce n'est pas encore ça dans la collecte. C'est devenu quoi ce dispositif? C'est des dispositifs qui fonctionnent, mais ce n'est pas encore suffisant. Ils n'ont pas aidé à Non, par exemple, vous avez une station de collecte à un point X. Cette station-là ne peut pas donner des résultats sur un point qui est situé à 5 km ou à 10 km de là. Ce ne sont pas les mêmes réalités pluviométriques. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. J'ai envie de demander quelle est la responsabilité des communes à risque. Mais le temps est parti, Machel Gbetoro. Bien sûr, nous aurons le temps de revenir sur le sujet. Très rapidement, moi j'ajoute à sa question, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, terre à terre, pour quand même éviter de grands dégâts, en guillemets, pour les inondations? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est beaucoup s'appesantir sur la prévention. C'est ça. Investir dans la prévention. Si on investit dans la prévention et qu'on met un peu de sérieux dans ce que nous faisons, on peut réduire les risques. C'est vrai que c'est un phénomène qui est cyclique, mais les dégâts ne sont pas prévisibles. C'est vrai qu'un plateau de 15 minutes ou de 13 minutes ne peut pas suffire pour évacuer ce dossier qui est assez si lourd. vous voulez vous ramener sur ce plateau, pourquoi pas? On vous reçoit. Je suis disponible. Merci beaucoup d'être passé. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions, voilà, des risques, spécialiste de la gestion des risques et catastrophes naturelles. C'est bien ça? Oui. Voilà, j'y arrive. Merci beaucoup à vous, docteur Hervé Koumassi. C'est moi. Bon week-end. Pareil à vous. Eh bien, le grand rendez-vous se poursuit. Le deuxième plateau s'installe. C'est l'espère. Économie sociale et solidaire, ESS, l'avenir des populations est-il assuré? L'espère va nous donner des réponses. Et je suis déjà avec lui sur ce plateau. Bonsoir à vous, Ricardo Agbotan. Bonsoir, Machel. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et le monde des économistes? Ça se porte très bien. Super. Oui, super. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on parle de l'économie solidaire, sociale, solidaire. Est-ce qu'on peut déjà savoir ce que ça veut dire? Merci, Machel. L'économie sociale et solidaire, pour certains, ça peut paraître comme un concept nouveau et abstrait. Mais laissez-moi vous dire que son histoire est aussi vieille que celle du libéralisme. Rappelons-nous de cette phrase de Karl Marx qui disait que l'humanité est hors de l'économie, l'inhumanité est en elle. Cette phrase illustre juste les effets néfastes qu'a engendré notre manière de vivre l'économie jusqu'à cette heure-ci. Ouais. Alors, l'économie sociale et solidaire vient un peu comme un palliatif à ces conséquences, lesquelles peuvent être observées sur le plan économique. Avant de venir à l'importance, je voudrais savoir, pour les téléspectateurs comme moi, nous ne maîtrisons rien du système économique, c'est-à-dire quand on me dit aujourd'hui économie sociale solidaire, qu'est-ce que je retiens? Alors, simplement, retenez que l'économie sociale et solidaire désigne un ensemble d'organisations que sont les fondations, les coopératives, les associations et les mutuelles. On peut définir aussi l'économie sociale et solidaire par un ensemble d'activités économiques à finalité sociale qui participent bien sûr à la construction d'une nouvelle manière de faire l'économie. Comme les organisations non gouvernementales? C'est un exemple. Mais à travers l'entrepreneuriat collectif et les entreprises sociales. Et c'est le nœud en réalité de l'économie sociale et solidaire, c'est l'entrepreneuriat collectif. Entreprendre collectivement, aller vers une nouvelle manière de vivre l'économie en mettant l'homme au centre de l'économie. Mais qui entreprend et qui va avec qui? Ce sont toujours les humains qui entreprennent. Alors, l'entrepreneur vient répondre à un problème social observé sur le terrain. Oui, ce que je veux savoir, c'est dire un individu peut se lever et entreprendre dans le système de l'économie. Bien sûr, dans le système de l'économie sociale et solidaire, pourvu que l'entreprise qu'elle crée, ou bien que cette personne crée, respecte 3 principes. Le principe démocratique, une personne, une voix, c'est-à-dire le pouvoir de décision des membres de cette entreprise ne sera pas proportionnel à leur part sociale. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe de lucrativité limitée. Cela ne veut pas dire qu'une entreprise de l'économie sociale et solidaire n'est pas lucrative. Non, mais une lucrativité limitée ou réglementée. Et troisième principe, l'obligation de constituer une réserve impartageable. D'accord. Voilà. Et quelle est la particularité de l'économie sociale solidaire? Alors,
L'économie sociale et solidaire, sa particularité est qu'elle essaie de concilier l'activité économique et l'utilité sociale. Alors, pour certains, ça peut paraître comme de l'utopie. Comment on peut faire de l'économie en étant social? Mais c'est tout à fait possible. Nous avons tous des problèmes sociaux. Il suffit de donner des réponses qu'il faut et puis avoir un modèle économique derrière. Ce modèle économique va vous permettre de faire des excédents, mais les excédents ne sont pas utilisés pour la rémunération des sociétaires, mais ces excédents sont utilisés pour le développement de l'entreprise ou pour soutenir le développement équitable et inclusif. Pour mieux cerner ce que vous êtes en train de nous expliquer, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'économie, d'entreprise qui est basée sur une économie sociale solidaire, par exemple? Oui, je peux donner l'exemple d'une entreprise qui est basée à Dassa et qui a des antennes dans le zoo, notamment à Guaycon, et intervient dans le Borgou, aussi bien dans l'Atlantique. Cette entreprise solidaire vient renforcer la capacité des autres entreprises solidaires. En faisant quoi? En faisant de la formation, de l'assistance en gestion. Elle intervient même dans la formulation des offres commerciales. Tout à l'heure, vous avez parlé de coopératives. Est-ce que quand je prends le cas de la Cielcam, par exemple, est-ce que c'est une entreprise à caractère social, solidaire? Bien sûr, Cielcam, c'est une entreprise à caractère social, mais pour qualifier Cielcam d'une entreprise d'économie sociale et solidaire, il faut aller voir si elle respecte les 3 principes de l'économie sociale et solidaire. Vous voyez un peu, sinon Cielcam, à travers ses activités, elle est purement sociale. Bien sûr, parce qu'elle accompagne les producteurs, les bonnes dames, les gens qui sont démunis, qui n'ont pas assez de garanties pour prétendre à un prêt à la banque, dans les banques classiques et tout. Et aussi, c'est qu'en fait de... On ne va pas faire de la publicité à Cielcam, c'est juste pour comprendre un peu ce que vous mettez dans l'entreprise. Voilà, c'est un peu ça. Mais quelle est l'importance aujourd'hui pour une entreprise qui est basée sur une économie sociale, solidaire, pour l'économie béninoise en général? Alors, vous savez, l'économie sociale et solidaire se propose comme un rempart contre la lutte, pour la lutte contre le chômage au Bénin. J'ai donné tout à l'heure l'exemple d'une entreprise basée à Dassa. Vous savez, c'est environ 400 emplois créés par cette entreprise et environ 10 000 personnes directement impactées par les activités de cette entreprise. Quand je dis impactées, c'est-à-dire qui ont senti quand même une amélioration de leurs conditions de vie. Et derrière, c'est environ une centaine d'entreprises qui sont accompagnées. Et imaginez un peu les emplois qui sont générés par ces entreprises accompagnées. Ce qui me paraît un peu bizarre dans cette histoire, tellement vous parlez du caractère social, on a l'impression que l'entreprise elle-même ne gagne rien. Non. Une entreprise d'économie sociale et solidaire, on les appelle les entreprises solidaires tout court, sont lucratives. Elles ont un modèle économique. Elles ont une activité purement économique. Quel est le mode de fonctionnement? Parce que s'ils ont tendance à faire beaucoup d'œuvres sociales, c'est qu'ils doivent avoir quand même une source de revenus pour financer toutes ces œuvres sociales. Justement, c'est pourquoi je disais qu'il y a un modèle économique derrière ces entreprises solidaires. Elles peuvent produire des biens et les vendre sur le marché, et même concurrencer les entreprises classiques. Mais seulement que les excédents générés, bon, quand on parle d'excédents, ce sont les bénéfices. Mais en économie sociale et solidaire, on parle d'excédents. Les excédents générés ne sont pas utilisés uniquement pour la rémunération des sociétaires. Non. Ces excédents sont utilisés pour servir la cause sociale derrière et aussi pour soutenir la croissance, une croissance inclusive des travailleurs de cette entreprise. De façon générale, le caractère social est plus élevé au niveau de ces entreprises. Le caractère social prime sur la recherche de profit. Mais quelles sont les perspectives de l'économie sociale solidaire? Au Bénin, malheureusement, il n'existe pas encore de statistiques réelles sur l'économie sociale et solidaire. Mais je pense quand même que beaucoup d'organisations sont à pied d'œuvre pour la promotion de ces entreprises solidaires au Bénin. Mais pour le faire, il faut réellement un accompagnement aussi bien au niveau décentralisé qu'au niveau central.
au niveau central, il faut vraiment qu'il y ait, dans les années qui viennent, l'élaboration d'une loi et l'adoption d'une loi d'une économie sociale et solidaire. Ceci va permettre de structurer et d'organiser le secteur. Vous voyez un peu? Donc, ce n'est qu'à partir de ce moment qu'on pourra réellement mesurer l'impact de ces entreprises sur l'économie nationale. Le concept d'entreprise qui est basé sur l'économie sociale, solidaire, est-ce que le concept est bien compris au Bénin et adopté? Malheureusement, je dirais non, même parce que parfois par les acteurs même de l'économie sociale et solidaire que je rencontre, le concept n'est pas bien maîtrisé. C'est pourquoi nous sommes dans une vaste campagne de promotion. Et entre parenthèses, oui. L'économie solidaire et sociale solidaire existe depuis combien de temps? Parce qu'il faut savoir d'où ça vient. Voilà, son histoire est aussi vieille que le libéralisme. Ça existait. Elle vient des inégalités sociales qui ont été observées après le développement des entreprises capitalistes. Okay. Son histoire elle est un peu proportionnelle à celle du socialisme. Vous voyez un peu, parce que la société civile existe il y a très longtemps. Et ce sont des formes d'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on appelle économie sociale et solidaire. D'accord. Moi, en tant que citoyen béninois, oui. Qu'est-ce que ça m'apporte d'adhérer à ce système d'économie sociale solidaire? Qu'est-ce que j'y gagne? Mais on y gagne tous, parce que nous avons tous des problèmes sociaux. Alors, est-ce que ça voudra dire que si j'ai, par exemple, je rencontre des difficultés dans la gestion de mon quotidien, je peux aller vers une entreprise à caractère social, solidaire, oui, demander de l'aide? Qui propose peut-être de l'assistance pour ces genre de personnes. Parce que le champ d'action de ces entreprises est très vaste. Ça va de l'assistance aux personnes, l'agriculture, le sport, la culture, le tourisme, la pêche, le commerce, même les banques et assurances. On a parlé tout à l'heure de CECAM, le transport. Donc, c'est un peu dans tout, l'économie sociale et solidaire. Donc, ça dépend du problème que vous avez. Alors, je suppose, par exemple, que je veux ouvrir une entreprise, je veux créer une entreprise et je ne sais pas comment m'y prendre et tout. Il y a des espaces de coworking qui existent, des incubateurs qui existent. Et ce sont des entreprises sociales qui les portent. Mais si les entreprises basées sur l'économie sociale, solidaire ont tant d'avantages, comment faire alors pour les promouvoir? Excusez-moi? Si ces entreprises présentent assez d'avantages sur le plan social surtout, oui. Comment faire alors aujourd'hui pour les promouvoir, pour que la population béninoise ait connaissance et adopte? Voilà, déjà je pense que actuellement je suis, si vous me le permettez, je suis dans un projet que je pilote et nous avons organisé des panels de discussion un peu partout. On était la dernière fois à Tofo, sous l'égide du bureau régional de l'OIF et bientôt on sera dans d'autres villes. Voilà, ce sont des actions qu'il faut. Organiser des séances, des débats et BB24 fait déjà l'effort. Oui, nous en termes d'accompagnement de l'économie sociale et solidaire en m'invitant aujourd'hui sur ce plateau. Et c'est une opportunité pour faire connaître ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Mais vous savez qu'en toute chose, il faut avoir une structuration, il faut avoir une organisation. Aujourd'hui, est-ce que l'économie sociale solidaire est organisée? Non, je l'ai dit tantôt, elle n'est pas encore réellement organisée au Bénin. Et pourquoi? Parce qu'il n'existe pas encore une loi reconnaissant l'économie sociale et solidaire comme une économie entière. Okay. Comme en France. Au Bénin, il faut qu'on aille vers cette reconnaissance. D'accord. Et c'est pourquoi nous sommes en train de faire des plaidoiries pour que dans quelques années, il y ait une loi sur l'économie sociale et solidaire au Bénin, toujours pour structurer, pour organiser le secteur. Et dès ce moment, on pourra réellement mesurer leur impact sur l'économie nationale. Vous savez que quand on parle de l'économie, ça touche beaucoup plus le pouvoir public. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que promoteur de cette économie-là? Qu'est-ce que vous attendez du pouvoir public pour qu'il vous accompagne quand même dans votre élan? Voilà, un accompagnement institutionnel, un accompagnement administratif, et puis une écoute
Qu'est-ce que vous mettez dedans? Parce qu'il faut expliquer tête à tête. Un accompagnement institutionnel parce que vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de l'adoption d'une loi. Nous ne sommes pas des spécialistes. Et il y a des voies plus expérimentées pour pouvoir aller vers l'adoption de cette loi. Et il y a tout un circuit. Oui. Et nous attendons du gouvernement, bien de l'État central, un accompagnement dans ce sens. C'est ça. Et aussi un accompagnement pour pouvoir organiser des fois des entreprises solidaires au Bénin, des salons de l'entreprise solidaire au Bénin, pour que désormais, il y ait un rapport sur l'économie sociale et solidaire au Bénin. De toutes les façons, Bénin Business 24 est là pour vous accompagner puisque le développement, c'est notre affaire, vous le savez? Oui, bien sûr. Et nous sommes là pour vous accompagner. Merci beaucoup à vous, Ricardo Agoton. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'économie sociale et solidaire. Et avec vous ce soir, nous avons mieux compris le concept de l'ESS, c'est ça, hein? Oui, bien sûr. Et désormais, nous allons demander juste à la population, mais également au pouvoir public, d'accompagner le concept toutes ces initiatives, pour que ça soit plus développé. Plus développé au Bénin, plus reconnu. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Et on se donne rendez-vous la prochaine. La prochaine fois, bien sûr. Merci beaucoup. Le grand rendez-vous se poursuit. On va installer le 3e plateau. C'est bien sûr beauté au pluriel. Les perruques, le guide pour un meilleur usage. Eh bien, vous savez très bien que tout le monde met aujourd'hui, bon, en tout cas, la majeure partie des femmes aujourd'hui portent des perruques. Mais souvent, le problème qui se pose, c'est comment entretenir ces perruques. Ce soir, Fulgencia Rontondi nous donne des astuces pour mieux entretenir nos perruques. Après ce reportage, on les retrouve sur le plateau. J'ai au moins 10 perruques à la maison. Bon, là, pour sortir, j'ai plus de difficultés comme ça pour sortir. Je mets ma perruque, je mets ce que je veux pour sortir. Ça me permet d'économiser, ça me permet de changer mon visage chaque mois. Mais si je veux, je peux tenter ça. Après ça, je peux aussi boucler. Ça me permet de changer quand je veux, pas forcément changer les cheveux chaque mois. Il y a des perruques simples comme modernes, c'est-à-dire les perruques avec laisse frontale, les strass 60, les closures. Enfin, tout ce qu'il y a comme coiffure moderne actuelle. Il y a les tresses aujourd'hui en perruque. On confectionne ces perruques avec les closures, les laisses frontales. Donc quand les personnes portent ça, on a l'impression qu'elles se sont tressées avec les mèches sur la tête. Et aussi ça permet de garder la qualité de la perruque, surtout quand c'est des naturels. C'est-à-dire tu fais une perruque, ça peut te faire 5 ans banalement. Tu reviens, tu défais, tu reprends comme tu veux. Il y a des clients qui sont un peu réticentes parce qu'elles se disent bon c'est un chapeau, ce sera un peu lourd et j'aurai la chaleur. Mais quand elles reviennent, elles disent ah mais j'ai aimé et quand c'est chaud je l'enlève ou alors quand je rentre à la maison j'enlève tout simplement. Nous avons plutôt suivi une interview réalisée par Fulgencia Rontondi qu'on retrouve tout à l'heure sur ce plateau. Mais déjà, la tendance depuis un moment, c'est bien sûr les perruques chez les dames, surtout. Vite fait et bien fait, et voilà, on est transformé en quelque chose de mieux. Mais comment les entretenir? Le problème se pose. Fulgencia Rontondi, bonsoir. Bonsoir Marcel. Vous avez mis une perruque? Non, ce n'est pas une perruque. D'accord. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Alors, avec vous sur ce plateau, c'est bien sûr Fleur Tchétémé, c'est ça? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je vais vous poser la même question. C'est une perruque? Non. D'accord, mais vous voulez parler des perruques et personne n'a mis des perruques. Non. Alors, Fulgencia Rontondi, on va parler de l'entretien des perruques ce soir. Oui, vous l'avez dit, les perruques sont aujourd'hui à la mode et les dames optent aujourd'hui pour les perruques, soit un temps soit peu pour changer de look ou de style. Alors, Madame Fleur Tchété, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Vous convenez avec moi qu'aujourd'hui, les perruques sont accessibles à tout le monde? Oui, évidemment. De nos jours, maintenant, au moins 70% des dames
optent maintenant beaucoup plus pour les perruques, pour diverses raisons. Alors, quels sont les types de perruques qu'on a aujourd'hui? Au fait, on a tous les modèles, les tressés, il y a les coiffures, il y a les chignon, il y a les nattes, il y a tous les modèles. Sauf les gels qu'on peut ne pas faire actuellement en perruque. Sinon, tous les médos, oui, on fait les tresses aussi, même les nattes aussi en perruque. Oui, que ce soit avec closure ou avec des faux closures. Donc, on a tous les modèles de tresses et de coiffure en perruque. Finalement, on ne sait plus qui c'est qui avec quoi sur la tête. Cotonou, hein? C'est vrai, on a tout ce qu'il y a aujourd'hui comme modèle, mais comment reconnaître la qualité? La qualité se reconnaît d'abord par rapport à l'emballage même de la mèche, d'abord le prix et aussi au toucher. Quand vous touchez, c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus douce et ça sent réellement le naturel. Donc, il y en a plusieurs variétés, mais catégorie par catégorie. Alors, quelles sont les catégories qu'on a aujourd'hui? C'est vrai, on a les synthétiques, mais aujourd'hui, on a beaucoup plus les naturels. Oui, on a les naturels, on a aussi les semi-naturels. Donc, par rapport aux mèches, tout le monde a pour son compte parce que les prix diffèrent, les plus bas jusqu'au haut niveau. Alors, pour s'offrir une perruque, il faut combien? Pour un prix bas pour les synthétiques, avec 4 000, vous pouvez avoir. Et maintenant, pour les naturels, les brésiliennes, ça dépend, ça varie de 25 000 jusqu'à 150 000. Est-ce que la perruque coûte plus cher que nos tresses ou bien nos tissages ordinaires qu'on faisait là? Oui, ça dépend du modèle. Parce que vous voyez, vous convenez avec moi, quand c'est perruque, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des modèles, c'est très facile à réaliser. Mais il y en a d'autres, par exemple, les coupes, il faut faire de telle manière qu'une fois posé sur la tête, ça reflète réellement le naturel, qu'on ne sent pas qu'on a porté. Donc du coup, ça dépend. Il y a d'autres modèles qui sont beaucoup plus simples à réaliser, mais comparativement à d'autres qui sont beaucoup plus complexes. Dans la mesure où, une fois porté, il faut que ça reflète réellement, tout comme si la personne l'a vraiment fait sur la tête. Donc, il faut vraiment de la finesse et du savoir-faire, parfois aussi de l'intelligence qui rentre en jeu pour que ça ne se remarque pas à vue d'œil que c'est de la perruque. Vous avez touché un point sensible, hein. Il faut mettre les perruques, mais quand même, il faudrait que ça soit naturel. Marcher le voit des dames et mettre les perruques. Automatiquement, tu sais que c'est pas des cheveux, c'est des perruques. Comment faire, comment bien poser sa perruque? Bon, il y a d'abord la formation. Il faut, parce que de nos jours maintenant, tout le monde se dit coiffeuse, tout le monde se dit je peux faire, mais il y a des modèles, comme je l'ai dit, qui sont très simples à réaliser. Il suffit juste qu'on te montre comment faire, tu es fait. Mais il y a d'autres, il faut vraiment de la finesse et du professionnalisme. Alors si je comprends bien, ça part depuis la conception de la perruque? Oui, exactement. Ok, c'est pas quand tu veux porter, tu portes mal? Non. Si la conception est mal faite, si vous posez, automatiquement, on sent que c'est pas du... ça ne reflète pas le naturel. On sent que c'est automatiquement du perruque. Alors, quels sont les accessoires qu'on doit avoir chez soi pour entretenir sa perruque? Bon, pour sa perruque, si je prends par exemple les synthétiques, vous convenez avec moi que ça ne dure pas assez longtemps, c'est juste pour un temps donné. Maintenant, quand c'est le naturel, ça dure aussi longtemps que possible. Tout dépend de l'entretien. Si vous faites un bon entretien par rapport à votre perruque naturelle, ça va durer aussi longtemps. Et comme accessoire, on peut avoir la tête du mannequin pour pouvoir bien poser. À la maison, chez soi? Oui, normalement. Un peu comme... Non, je pense que ça ne coûte pas cher. Non, ça ne coûte pas cher. Bon. Non, ça dépend. Si c'est un panier, ça varie 500, 600. Maintenant, si c'est en matière synthétique, ça varie de 5 000 jusqu'à 15 000. Donc, comme ma vieille mère qui est au village, elle peut prendre 500, 600. Oui. Et quand tu la poses, il faut déposer ça dans un endroit assez frais. Pas dans un endroit trop chaud. Pas très dans humide. Des tiroirs, comme non, la souris l'habitude de faire. De peur que les cafards, la souris puissent salir ça ou bien peut détruire. Donc, pour épargner à ça, il faut avoir la tête de la perruque. D'abord, il y a des brosses conçues pour des perruques pour peigner. Il y a aussi des huiles, il y a aussi des lotions pour l'entretien et la beauté des perruques. Et parlant d'huile, j'entends parler, il y a des dames qui disent qu'il ne faudrait pas mettre d'huile dans les cheveux, dans les perruques qui sont faites à base de mèches naturelles. Non, il y a des huiles. Il y a des huiles conçues spécialement pour les perruques. Mais seulement que de nos jours, vous voyez, avec la crise économique, d'autres préfèrent ne pas mettre d'huile. Pourquoi? Parce que ces huiles-là, tout le monde ne peut l'avoir.
parce que ça coûte extrêmement cher. Donc, de peur qu'on l'abîme avec d'autres huiles qui n'est pas de la qualité, qui n'est pas propice aux mèches naturelles, ils se disent, vaut mieux que je garde ça comme ça. Donc, même sans huile aussi, ça tient le coup. Mais l'idéal serait avec les huiles. C'est un peu comme si tu as tes cheveux, tu ne mets pas des huiles. C'est vrai, au début, bon, ça ne va rien donner. Mais avec le temps, ça risque de se détériorer à petits coups. Donc, l'idéal, c'est d'acheter l'huile, ou tout au moins la lotion. La lotion coûte un peu moins cher que l'huile. Donc, tout au moins la lotion. Combien de fois peut-on nettoyer ou bien entretenir sa perruque? Donc, on ne peut pas dire un nombre de fois par mois. Tout dépend de la manière dont la personne a porté. Si la personne a porté pendant longtemps, ce n'est pas une fois que je mets ça sur la tête que je vais automatiquement laver. Non, c'est comme un habit que tu portes, tu sens que c'est sale, tu laves. Si ce n'est pas sale, tu ne laves pas. Donc, il ne faut pas dire qu'en un mois, on va laver tel nombre de fois. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, si je prends par exemple quelqu'un qui porte ça pendant un mois, l'idéal pour une femme qui est propre normalement, il faut quand même la laver avant de porter la perruque une autre fois. Parce qu'il y a la sueur, la poussière, la chaleur, tout mélangé, ça ne donne pas une très bonne odeur. Pour quelqu'un qui n'a pas fait le naturel, pour quelqu'un qui aime le synthétique comme Marshall, de quoi est-ce que j'ai besoin pour faire le nettoyage de ma perruque? Parce que vous avez parlé de tout à l'heure des naturels. Oui, exactement. Des shampoings, par exemple. Il y a des shampoings. Il y a des shampoings, mais il y a tellement de shampoings sur le marché d'abord pour l'entretien, si vous n'avez pas du tout parce qu'il y a des shampoings préfaits pour aussi laver les perruques. Maintenant, toujours est-il que les coûts sont souvent élevés. C'est souvent dans les supermarchés, dans les grands centres où on vend beaucoup plus les mèches en gros, vous allez voir ça, mais ça coûte un peu cher. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'offrir ces shampoings... On peut réaliser quelque chose soi-même. Ça peut se faire soi-même à la maison. Je fais ça vraiment à la maison. Si je prends par exemple de l'eau chaude avec un peu de parmida, vous connaissez parmida, ça ne coûte pas du tout cher. Mélangez avec un peu de balsam, c'est largement suffisant. Vous peignez bien la perruque bien lisse et vous trempez ça dans l'eau. Vous laissez ça peut-être 15 à 20 minutes. Dans l'eau chaude? Non, ça dépend. Si la perruque ou bien la mèche a été teintée par exemple, ça dépend de l'entretien. Donc, toutes les mèches, les perruques ne se traitent pas de la même façon. Tout dépend d'abord de la qualité et des soins que vous avez fait au préalable. Donc, pour, par exemple, quelqu'un qui a teinté les mèches, ce n'est pas les mêmes techniques, les mêmes manières de laver les perruques comparativement à quelqu'un qui a ses mèches naturelles qui n'a pas teinté. Maintenant, pour laver, est-ce qu'on s'y prend de la même manière lorsqu'on veut laver ses habits, par exemple? Non. Si vous faites ça, vous risquez d'abîmer. Comme je l'ai dit tantôt, il faut bien peigner, bien lisse. Vous trempez ça dans l'eau. Vous trempez ça dans l'eau 15 à 20 minutes et après, vous prenez et vous faites un mouvement très doux dans l'eau que j'ai dit maintenant, ça va en griffe. Et après, vous mettez ça dans l'eau déjà prêt pour rincer. Et après, vous épinglez ça sur les linges. Et ça, l'eau, ça descend et c'est sec. Et le séchage se fait comment? Avec l'appareil ou... Non, le séchage, ça se fait sur les linges. Quand vous avez lavé ça, vous avez mis ça dans l'eau, l'idéal, c'est d'abord de sécher ça un peu. Maintenant, si vous sentez qu'une fois séché, il a encore la fraîcheur, vous voulez rendre ça beaucoup plus sec, vous maintenant séchez ça avec le séchoir. Est-ce qu'entre les perruques, entre l'entretien des perruques et l'entretien de nos tissages ordinaires, qu'est-ce qui coûte plus cher? Bon, je crois que c'est les perruques. C'est les perruques dans la mesure où, par exemple, généralement pour les tresses, pour les perruques, qu'on met sur la tête, généralement les femmes, une fois portées, elles n'aiment plus refaire ça. Donc du coup, elles enlèvent, elles jettent. Maintenant, par contre, comparativement aux perruques où tu as mis de l'argent pour confectionner ça, il faut quand même un peu de soin pour pouvoir garder ça pendant longtemps et bénéficier de l'argent que tu as investi pour pouvoir réaliser la perruque. Alors, merci beaucoup, Madame Fleur Tchité. J'espère que nos amis téléspectateurs ont beaucoup appris de ce plateau. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, hein, surtout pour les dames, parce que la tendance maintenant, c'est les perruques. Oui, tout à fait. Vous les voyez tout de suite sans cheveux et 5 minutes après, c'est la dame qui est toute belle, bien coiffée. On se dit, mais waouh, c'est quelle magie. C'est du vite fait. C'est quelle magie, mais c'est de la... Actuellement, est-ce que ça ne va pas, la tendance n'est pas... Est-ce qu'on n'a pas assez de clients pour les perruques? Oui, beaucoup de dames maintenant préfèrent plus les perruques. D'abord, c'est moins cher.
en matière de chaque fois se tresser, c'est moins cher. C'est ça. C'est pas par rapport au coût Je de la pense qu'on mèche. va revenir. On va revenir pour continuer ce débat. C'est très intéressant. Il est 19h45, l'heure du journal. À tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez, les titres du journal. Aujourd'hui, 8 novembre, c'est la journée mondiale de la radiologie, un événement annuel dont l'objectif est de mettre en avant le rôle de l'imagerie dans la médecine moderne et d'éclairer le public sur la profession du radiologue. L'allaitement au sein contribue à la santé et au bien-être des mères et de leurs bébés. Il favorise le développement et protège le nourrisson contre les maladies infectieuses et chroniques. Le contrat à durée déterminée est semblable à celui à durée indéterminée. La différence qui n'est que temporaire, le salarié qui signe un CDD s'engage à travailler pendant une période spécifiée au bout de laquelle il devra quitter l'entreprise. Et nous démarrons ce journal par une nouvelle pas trop gaie. Le Bénin pleure encore un de ses fils après le décès, il y a quelques jours, de Albert Evro-Edjire, ancien ministre du Plan. Sous le régime de Kérékou, un autre ancien ministre du général est passé de vie à trépas. Ismaël Tidjani Sepo s'est décédé ce vendredi 8 novembre dans un hôpital marocain où il était hospitalisé depuis quelques temps. Magistrat à la retraite, il a occupé plusieurs fonctions, notamment procureur de la République au temps du régime du PRPB et ministre de la Justice, garde des Sceaux, sous le régime de Kérékou II. La radiologie, on l'utilise pour suivre l'évolution de certaines maladies et pour soigner diverses pathologies. Malgré l'avancée de la technologie, la radiographie intervient encore dans l'imagerie médicale. Ce vendredi, la communauté scientifique internationale la célèbre. Le thème retenu pour cette édition est l'imagerie du sport. Lazamigan et Stanislas Linkmont reviennent sur les motifs de cette célébration. La date du 8 novembre n'a pas été choisie au hasard. Il s'agit du jour où Wilhelm Conrad Röntgen a découvert l'existence des rayons X en 1895. Plus d'un siècle plus tard, l'ONU a décidé de saluer le travail de ce génie physicien, raison pour laquelle une journée lui a été dédiée. La première édition de cette journée internationale de la radiologie a été célébrée en 2012. Objectif, mettre en avant le rôle de l'imagerie dans la médecine moderne et éclairer le public sur la profession du radiologue. Pour cette 7e année consécutive, le thème retenu est l'imagerie du sport. Une thématique qui vise à faire la lumière sur l'apport fondamental des professionnels de l'imagerie médicale dans la détection, le diagnostic, la prise en charge des blessures sportives et la façon dont ils renforcent la qualité des soins et du traitement des patients. À l'heure des images en 3D et des ordinateurs super puissants, on aurait tendance à oublier la radiographie classique. Pourtant, c'est un outil de diagnostic essentiel. Un chiffre le prouve, sur 200 000 images produites par année dans les hôpitaux universitaires de Genève, 120 000 sont des radiographies. Ainsi, la radiographie se révèle être indispensable pour le diagnostic de nombreuses maladies, à savoir les cancers, les malformations congénitales et les lésions de toutes sortes. Selon la Société française de radiologie, elle est de plus en plus utilisée pour guider des interventions. L'appareil de radiographie se compose d'un bras articulé muni d'un tube à rayon X et d'une plaque contenant le film. Une vitre plombée protectrice sépare le pupitre de commande. Derrière celui-ci se trouve le personnel médical. Le principe consiste à impressionner sur un film radiographique les différences de densité d'un organe à rayon X et la plaque contenant le film. Pendant l'examen, le patient reste entre les tubes manipulateurs. Il est immobile et bloque sa respiration sur la demande du radiologue. Le spécialiste réalise plusieurs clichés dans différentes positions. Cet examen dure quelques minutes. Les résultats, le radiologue donne un premier commentaire, adresse son compte rendu définitif au médecin traitant
qui les explique au malade et lui indique la conduite à tenir. Parlons à présent de la santé de la mère et de l'enfant. Mettre son bébé au sein dès sa venue au monde sauvegarde la vie de la mère et celle de l'enfant. L'allaitement au sein est un moyen sans égal de fournir une alimentation idéale. Il fait aussi partie intégrante du processus reproducteur avec des répercussions importantes sur la santé de la mère. Reportage Marianne Bossemedi. L'allaitement, source de vie pour le nouveau-né. La mise au sein du bébé les minutes qui suivent l'accouchement devrait être systématique selon les professionnels de la santé. Les avantages sont prouvés. Cet allaitement maternel va aider la mère à faire ce que nous appelons une involution utérine. La première cause de décès des femmes à l'accouchement, ce que nous appelons le décès maternel, vous savez, c'est l'hémorragie de la délivrance. La mise au sein précoce peut permettre de lutter contre cette hémorragie de la délivrance. Tout simplement parce que quand nous allons, une fois l'accouchement fait, immédiatement, dans l'heure de l'accouchement, si l'enfant est mis au sein, en même temps, il y a un phénomène neuro-hormonal qui se déclenche et il y a sécrétion d'oxytocine qui permet donc d'éviter cette hémorragie de la délivrance. Le simple fait que l'enfant est mis en contact de sa maman, ça lui permet de conserver la température à laquelle l'enfant était déjà dans le ventre et donc on ne crée pas un vide tout de suite après la naissance de l'enfant. L'enfant, en poursuivant l'allaitement maternel, c'est que nous favorisons son développement, mais pas seulement un développement, le développement de son cerveau. Pour la mère, rien qu'en pratiquant l'allaitement maternel, je vous le dis, c'est que ça lui permet par exemple d'éviter le cancer du sein, le cancer de l'ovaire. En faisant cet allaitement maternel, c'est que la maman est en train donc de créer déjà un lien affectif entre l'enfant et elle. Lien affectif entre la mère et l'enfant, accentué par le colostrum, la sécrétion du premier lait maternel. C'est un concentré de lait qui regorge non seulement des éléments nutritifs qui sont très bien concentrés, qui permet à l'enfant rapidement d'avoir ce qu'il lui faut pour démarrer la vie de façon conséquente, mais en plus de ça, ça regorge des vitamines, notamment la vitamine A, qui joue un rôle important dans l'immunité, dans la croissance de l'enfant, et ça permet à l'enfant également de grandir normalement. Ce lait contient des anticorps et des globules blancs qui permettent donc à l'enfant donc de rentrer dans la vie avec une protection en attendant que son immunité s'installe. Compte tenu des bienfaits du lait maternel, il importe de sensibiliser les nourrices. Une tâche qui incombe aux sages-femmes et infirmiers qui sont souvent au contact des parturientes. On encourage peut-être à donner le sein, mais on n'assiste pas en fait la femme dans ce processus-là. Lors de nos stages dans les zones rurales, nous avions beaucoup constaté que sur le terrain, cette pratique, ça ne se fait pas. Alors que ça a assez d'importance pour la mère et pour l'enfant. L'allaitement maternel exclusif est requis durant les 6 premiers mois d'existence du nouveau-né. La mise au sein précoce réduirait de 30% le taux de mortalité de la mère. Et je l'annonçais dans les titres, un CDD ou un CDI est un contrat de travail qui formalise la relation de travail entre un employeur et un salarié. La principale différence entre les deux se remarque sur la période de validité. Quels sont les différents recours aux différents types de contrats? Julio Tometti, juriste, nous en dit plus au micro de Simon Villon et Arthur Wendo. CDD, CDI, il faut dire que ce sont des contrats de travail. Et qui dit contrat de travail dit lorsqu'une personne physique met son activité professionnelle sous l'autorité et la responsabilité d'une autre personne physique ou morale contre rémunération. La loi a prévu une durée d'1 mois à 2 ans. Donc, qui dit contrat CDD, dit ça peut varier de 1 mois à 2 ans. Ça ne peut pas excéder 2 ans. C'est ce que dit la loi par rapport au CDD. Au CDI, le terme n'est pas défini. C'est un avantage, mais en même temps, c'est un risque. Ça veut dire que la loi dit que c'est un contrat qui peut cesser à tout moment. Le CDD, lorsque vous l'avez, la loi a prévu que ça ne peut pas être renouvelé plus de 2 fois. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous finissez le premier terme, vous renouvelez le second terme. Au terme de la seconde échéance, lorsque vous continuez à travailler, et lorsqu'il n'y a pas un autre avis, ça veut dire que vous tombez de fait dans le CDI. Ça veut dire quoi? Si l'employeur ne se sépare pas de vous au bout des 2
échéances, au bout des 2 thèmes, ça veut dire que vous êtes d'office dans un contrat à durée indéterminée. L'UNUTOA prévoit le minimum, c'est ce qu'on appelle le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. Aujourd'hui, entre-temps, c'était à 32 000. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 40 000. La loi a prévu des grilles lorsque le licenciement est un licenciement abusif. D'abord, lorsque c'est un simple licenciement, il faut que l'employeur respecte le délai préavis. Si ce n'est pas respecté, il doit avoir des indemnités. Les congés dont l'employeur n'a pas joui, on doit les reverser. Si le licenciement est abusif, on doit lui payer des indemnités de licenciement qui est calculé, et de sorte que les indemnités évoluent en fonction de la durée du temps que l'employé a passé dans l'entreprise. Hors du Bénin au Cameroun, le déficit du solde de la balance commerciale continue de se détériorer au 2e trimestre de 2019. Selon l'Institut national de la statistique, ce déficit s'établit à 396,8 milliards de francs CFA et pour cause, les exportations du pays s'établissent à 822,1 milliards au second semestre 2019 alors que les importations se situent à 1218,9 milliards. Selon l'INS, la hausse des exportations est essentiellement le fait de l'augmentation des exportations de pétrole brut et de gaz naturel. Celles de biens hors pétrole brut et gaz naturel n'ont cru que de 1,1%. Toutefois, on note une hausse des importations de riz, tandis que les poissons congelés en affichent une baisse. Hors pétrole, les importations de biens en volume ont évolué de 21,1% ce trimestre. La production cumulée des pays membres du Conseil international tripartite du caoutchouc devrait baisser de 800 000 tonnes en 2019. C'est ce qu'a indiqué l'organisation formée par la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie. Cette réduction trouve son origine dans la propagation d'une maladie fongique dans les plantations des 3 pays. Du côté des observateurs, on souligne que la baisse de la récolte n'est pas pour autant une éclaircie sur le marché mondial, marqué par l'abondance des stocks et les tensions commerciales affectant le premier consommateur de caoutchouc, à savoir la Chine. Pour rappel, le cartel a réduit ses exportations de plus de 440 000 tonnes de caoutchouc, soit un peu moins du double du niveau de réduction prévu en avril dernier. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes. Merci également à vous, Amandine Agnabossou, pour la présentation de ce journal. Eh bien, mesdames, messieurs, nous allons poursuivre notre émission. Le dernier plateau du grand rendez-vous de ce soir s'installe. C'est bien sûr Horizon Culture. Eh bien, je vous l'annonçais plus haut, Horizon Culture ce soir nous parle des rythmes et danses, miroirs des peuples. Qu'est-ce qu'on y met? Nous le saurons tout de suite après cet extrait du documentaire réalisé sur les danses traditionnelles par Yasmine Damata. Des danses qui respectent les lois physiques et corporelles. C'est des danses dans lesquelles on utilise les vraies ondulations, comme la formation des os, des muscles, parce que rien n'est raide dans le corps. C'est des courbes, c'est des ondulations, même jusqu'à la forme de l'ADN, de notre ADN, c'est des courbes, c'est des formes. C'est seulement dans les danses traditionnelles et uniquement dans les danses traditionnelles que l'on peut travailler ça. Donc au niveau du développement de l'être humain, surtout chez les enfants, les danses traditionnelles jouent énormément dans leur développement, intellectuel que physique.
Lagbaja, à l'origine, n'est pas une musique religieuse. C'est une musique de résistance populaire exécutée par les peuples du Ghana, du Togo et du Bénin, les peuples côtiers, ceux-là qui ont comme activité la pêche. Et c'est lorsqu'on revient de la pêche et que la pêche est abondante, on a attrapé beaucoup de poissons, de gros poissons. Nous avons notre plat préféré que vous connaissez, qu'on appelle naturellement dacoin. On mange ça et puis on fait un peu ça. Et je pense que finalement, c'est avec cette musique qu'on exprime la joie de la réussite de la pêche. Le Zéli, c'est une danse atypique. Cette danse ne peut s'apprendre. Il n'y a pas une école pour cela. Et la petite expérience nous a montré que il faut être né à Abomey. Être né dans la culture fond pour vraiment arriver à cerner les contours de cette danse-là. C'est beau, vraiment, vraiment beau, hein, et on se sent fier d'appartenir à un pays qui a autant de diversité culturelle. Eh bien, retour sur ce plateau. Bonsoir Marcel Zounon. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Bien. Voilà. J'ai bien envie de dire très bien habillé. Merci beaucoup, et vous aussi, avec votre broderie. Merci beaucoup. Alors, vous êtes promoteur de danse traditionnelle. Aujourd'hui, on parle du prix qu'a toutes ces danses dans l'identité d'un pays, dans l'identité d'une région, d'une nation. Alors déjà, je veux savoir combien de danses traditionnelles est-ce que nous avons au Bénin? Merci beaucoup, madame la journaliste. La question, elle est osée. C'est vrai, le Bénin est une terre de diversité culturelle, une pluralité d'expressions culturelles dansantes. On retrouve dans le pays, mais nous souffrons beaucoup parce que jusque-là, il n'y a pas eu un inventaire véritable pour faire le point du nombre de danses que nous avons au Bénin. Ce dont on est convaincu, c'est qu'on a des multitudes de danses. On peut dénombrer jusqu'à 200 différentes danses au Bénin seulement. Lorsqu'on passe du sud au centre et vers le nord, on peut dénombrer de multitudes de danses qui révèlent l'identité de chaque communauté. Mais parmi ces multitudes de danses, comme vous le dites, il y a quand même ces danses-là qui sont reconnues et qui sont liées ou bien déjà figées à des régions données. Oui, naturellement. Lorsque vous vous amusez à parcourir le Bénin en danse, vous verrez dans la partie méridionale, c'est-à-dire au sud, tout au long de la zone côtière, vous avez par exemple la Gbaga que Bessie a révélée. C'était pour les Pachavi au départ. Mais vous aurez également les danses Masségourou qu'on retrouve dans les régions de Porto Novo. Vous aurez les danses Blekété. Vous aurez plusieurs danses des divinités, plusieurs danses vaudou. Et quand vous allez vers le centre, vous avez également des danses vaudou, mais vous avez des particularités. Vous retrouverez la danse Zenli, et vous retrouverez le Akon, vous retrouverez le Dogba. Et quand vous allez vers les collines, vous avez le Tchengoumé dans la région de Savalou. Le Goumbé dans la région de Dassa. Et quand vous remontez, vous avez le Teke, vous avez le Kiarou. Et quand vous allez vers l'ouest, vous avez le Tipenti, vous avez Idjombi, vous avez de multitudes de tellement danses. De danses beaucoup de danses qui révèlent chaque identité, chaque communauté. Parce que pour nous, les chercheurs du patrimoine culturel traditionnel, c'est très intéressant parce que je parle de la zone côtière, mais quand vous allez dans la partie méridionale est du Bénin, vous avez le Bolodjo, vous avez le Guélédé, vous avez pas mal également de rythmes qui révèlent les Nago, les Yoruba. De l'autre côté, vous avez des rythmes qui révèlent les Mina. Vous avez des rythmes qui révèlent les goûts. Vous allez vers le centre, vous avez des rythmes qui révèlent les fonds. Tellement de rythmes. Mais pourquoi dit-on que cette danse-là porte
l'identité d'un pays ou bien révèle l'identité d'une nation, d'une ville, d'une région donnée. Oui, naturellement, parce que quand on parle de danse, on ne voit pas que l'expression dansante. Okay. On voit tout un ensemble de vêtements, la façon dont ces communautés s'habillent pour danser, le rythme, quel type d'instrument. Les dames d'Abomey, les Amazones, dans les mouvements d'ondulation de corps, les pas noués autour de la poitrine, etc. Ça exprime quelque chose. Ça voudrait signifier tout simplement que quand vous allez dans une communauté, vous retrouvez la façon dont la communauté s'habille pour faire la danse, la façon dont la communauté chante pour exprimer sa joie ou sa détresse. Vous retrouvez la façon dont la communauté se parle en termes de perles, en termes de boucles d'oreilles, tout ça, vous l'aurez, même la façon dont la communauté se coiffe, vous avez ça, et vous avez maintenant les différents types d'instruments de musique qui entretiennent cette danse-là. C'est pour vous dire que quand vous prenez une danse au Bénin, vous savez déjà à peu près de quelle communauté cette danse-là provient en termes de langue dans laquelle les chansons sont faites, la façon dont ils s'habillent, la façon dont ils jouent l'instrument et la façon dont la danse s'exprime. Mais de façon générale, lorsque vous êtes dans la partie méridionale du Bénin, vous retrouvez que la danse se fait beaucoup plus au niveau du buste, au niveau de la partie supérieure du corps. Mais quand vous remontez vers la partie septentrionale du Bénin, vous retrouvez les danses souvent se font par les jambes. Comme le teké Comme le teké, comme le sensenou, comme même le tipenti qu'on retrouve de l'autre côté. Et donc c'est pour vous dire réellement que l'expression même de la danse révèle l'identité du milieu où cette danse-là... Justement, tout à l'heure, au début, vous avez dit qu'on a plus de 200 danses au Bénin. Est-ce que toutes ces danses-là portent ou véhiculent l'identité ou sont vecteurs d'identité? Oui, naturellement, parce que, vous savez, nous avons malheureusement vécu la colonisation, mais elle nous a enlevé notre moi intérieur, notre façon de nous exprimer. Parce que lorsque vous prenez une communauté, depuis la naissance de l'enfant, le baptême coutumier se fait toujours à travers certains rythmes, à travers certaines danses. Aujourd'hui, ces danses sont en voie de disparition. On ne retrouve plus. Même lorsque vous retrouvez dans les cas de décès, il y a toujours, heureusement que ça a été encore plus présent dans le plateau du Dahomey avec le zéni. Le zéni, on joue souvent pour... Et là, vous le retrouvez dans toutes les communautés du Bénin. Lorsqu'il y a un décès où il devait avoir un enterrement, les rituels concourent au chant, aux danses, au panégyrique de la communauté. Et tout ça fait la richesse et fait la diversité du Bénin. C'est une chance extraordinaire que le Bénin a. Mais comment faire alors la promotion de toutes ces danses-là pour que quand on parle du Bénin aussi, qu'on puisse se dire, ah voilà, telle danse, c'est comme par exemple au Sénégal. Oui, quand on parle du Sénégal, tout le monde sait que c'est le Mbala. Oui, mais vous savez, la promotion de la danse, elle a commencé tout doucement, surtout avec le nouveau gouvernement qui est là à travers son PAG. Il a mis un accent fondamental sur le volet touristique, qui est un élément fondamental de création d'emplois et de richesse. Et le tourisme ne peut pas vendre le Bénin sans des produits. La culture constitue un produit fondamental et la danse en est un élément important. On peut même tracer pour le Bénin un circuit de danse en montrant qu'un touriste qui arrive à Cotonou peut circuler dans tout le Bénin en voyant différentes expressions de danse, différentes façons de faire. Et deuxièmement, il faudrait que ces danses aillent dans le système éducatif. Aujourd'hui, l'UNESCO est en train de travailler pour que les danses soient, que le patrimoine culturel et matériel soit inscrit dans le système éducatif formel et non formel. Et là, nous avons en tout cas
pour le compte du Bénin aujourd'hui, il y a un projet qui est né, le projet de détection des talents et les classes culturelles qui vont révéler l'essentiel de ce que le Bénin Ça voudra dire qu'il y a des danses spécifiques sur lesquelles le travail se fait. Sur lesquelles le travail se fait au niveau même des danses, au niveau de la musique, au niveau du théâtre, au niveau même des arts plastiques. C'est des éléments qui vont être inscrits dans le programme éducatif, ce qui permettra de faire la promotion de notre culture. Moi, je reviens d'une réunion importante à Santiago. Mais je vous dis, la danse aujourd'hui a une expression plurielle. Et cette expression, que tu comprennes, Mina, Adja, espagnol, français, allemand, chinois ou n'importe quelle langue, lorsqu'un peuple se met à danser, le public pluriel retrouve toujours ce dont il recherche, la joie. Mais quel est le profit qu'on en tire au plan social? Au plan social, valoriser ces danses, ça nous rapporte quoi? Ce que ça nous rapporte, c'est la joie de vivre. C'est l'identité culturelle à inventer. D'aucuns disent que qu'est-ce que la culture apporte? Qu'est-ce que la danse apporte? La danse, la culture n'est pas un produit de rente, c'est pas du coton, c'est pas une marchandise qu'on ira vendre. La danse permet de donner à une communauté ce dont elle a besoin pour vivre. Et le retour sur investissement du produit culturel est important. Il suffit que le ministère du Développement mette un cordon douanier autour de l'aéroport, autour de nos différents postes frontaliers, pour voir comment la culture draine des touristes dans le pays. Cela permettra certainement aux décideurs de pouvoir injecter les moyens. Si on peut se demander pourquoi le colonisateur, en mettant les centres culturels, très rapidement, oui, il met les centres culturels. Lui, il nous a colonisé, il a amené la langue, celle qu'on utilise. Mais il injecte encore des milliards à travers les projets centres culturels qu'il a mis partout dans le monde. Mais nous, notre culture que nous devons entretenir, que nous devons envoyer dans le système éducatif, que nous devons financer, on se pose la question. Je vous vois tellement emporté sur le sujet. En définitive, oui, cela ne permet pas à un pays de pouvoir vendre ce qu'il a de plus cher. On ne peut pas continuer à obtenir des plans de développement d'un pays en laissant de côté le développement culturel. Je pense qu'on va revenir sur un autre plateau pour parler davantage de comment est-ce qu'il faut promouvoir toutes ces danses. Il faut les envoyer à l'école, il faut former les gens, il faut les aider, il faut montrer qu'aujourd'hui, le Bénin a la chance d'avoir une politique culturelle. Merci à vous, Marcel Zounon. Merci. Je rappelle que vous êtes promoteur de danse traditionnelle et nous retenons tout simplement que nous avons des danses assez riches au Bénin et les promouvoir sera quand même injecter les moyens sera un bénéfice pour nous aussi. Pour que aujourd'hui ces arènes qu'on est en train de construire, c'est fini vraiment, vous comprenez, tellement le sujet est important pour M. Marcel Zounon qui ne veut pas laisser tomber. Mais c'est terminé aussi pour ce grand rendez-vous. Et avant de vous laisser la citation, nous allons faire encore un petit tour d'horizon et on revient après. Bienvenue au Bénin. Paysages verdoyants, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Merci beaucoup à vous, chers amis téléspectateurs, pour nous avoir suivis de bout en bout. Eh bien, la citation de ce soir dit ceci: pour réussir, votre désir de réussite doit être plus grand que votre peur de l'échec. Pour réussir, votre désir de réussite doit être plus grand
que votre peur de l'échec, une citation de Bill Cosby. Eh bien, c'est avec cette citation que je vous souhaite un très bon week-end en compagnie des programmes de Bénin Business 24. Ciao, ciao et à la prochaine.